Merci. En effet, c'est vrai qu'on a, depuis maintenant les 5 dernières années, on a vraiment un changement profond, important, où on est en train de faire une vraie modification de nos modes de fonctionnement. On est en train d'évoluer, on a enclenché une évolution d'un mode de fonctionnement qu'on pourrait en effet appeler d'autarcie, de par notre culture forte du secret, et qu'il ne faut pas renier, parce que c'est vraiment la base qui a fait, qui fait et qui fera demain encore notre force, mais où on doit évoluer lorsque c'est nécessaire et lorsque c'est pertinent, vers plutôt un mode de fonctionnement collaboratif. Et pourquoi avoir décidé de faire ce changement-là, de prendre ce virage-là il y a maintenant 5 années, en se focalisant en premier sur des thématiques comme les matériaux et les procédés innovants. Je rejoins le commentaire de mon collègue de Seb, c'est vrai que le couple aujourd'hui produit-procédé, quel que soit le domaine d'application dans lequel on travaille, il est clé, il est différenciant pour devenir un leader technologique, avoir la compétitivité économique attendue et avoir derrière la compétitivité également industrielle attendue. Donc pourquoi on a décidé de se focaliser dans un premier temps sur les matériaux et les procédés innovants? C'est la jonction de 2 constats. Le premier, dans un pneumatique, vous avez dans certains cas plus de 200 constituants, des constituants très divers et variés qui vont du caoutchouc naturel au caoutchouc synthétique, au renfort métallique, au renfort textile, une multitude d'autres additifs très complexes et en même temps une multitude d'acteurs concurrents de plus en plus nombreux, de plus en plus gros. On voit énormément de communication sur des fusions et des acquisitions qui fait que vouloir rester le leader technologique, avoir la meilleure solution technico-économique pérenne sur le long terme en continuant à travailler seul, ça devenait quelque chose de complètement utopique. Et donc c'est pour ça qu'il y a 4-5 ans, on a repris, si on peut dire, toutes nos roadmaps technologiques avec ces horizons de temps différents, du court, moyen, long terme, où pour chacune des problématiques, des thématiques que l'on adressait plutôt en interne, de vraiment se poser la question, quand est-ce que c'était plutôt pertinent de le faire en collaboration, ou plutôt de continuer encore à le travailler aujourd'hui seul. Et donc aujourd'hui, pour vous donner quelques ordres de grandeur, sur les 5 dernières années, on a multiplié par 5 le nombre de programmes collaboratifs que l'on a. On a plus de 300 aujourd'hui collaborations externes actives sur ces grands domaines. On a plus de 50% aujourd'hui de nos thématiques de roadmap qui sont travaillées en collaboration avec l'extérieur. Et le point sur lequel je voudrais insister, c'est que derrière collaboration, ouverture à l'extérieur, il y a plusieurs sous-thèmes que l'on souhaite adresser. Le premier, l'ouverture, elle se fait clairement au travers de collaborations de type R&D. Donc, il y a un peu la notion d'open innovation pour aller plus vite, pour mutualiser des ressources, pour aller chercher des compétences que l'on n'a pas aujourd'hui en interne et pour les acquérir, ça prendrait des décennies, pour mutualiser les ressources, pour optimiser également les ressources R&D, les dépenses, vraiment en ayant des leviers de force de frappe importants. Donc là, on a dans notre portefeuille également toutes les typologies de partenaires qui vont de la start-up, de la PME jusqu'aux grands groupes, en passant par les ETI, aussi bien des académiques que des industriels. Le message derrière, c'est qu'on ne va pas choisir un partenaire en fonction de sa taille, mais en fonction de sa compétence. Ça, c'est le premier type d'ouverture à l'extérieur. Le deuxième, il est relié à une ouverture par rapport à notre empreinte industrielle. Là aussi, on avait une démarche qui était assez binaire. Soit on décidait de s'intégrer verticalement et de fabriquer nous-mêmes la technologie, soit on achetait. Ça, on a vu qu'en termes de créativité, c'était un peu limitatif. Et là aussi, depuis 2-3 ans, on a sur cette composante industrielle de plus en plus d'associations, de partenariats, de création de JV qui se font avec des acteurs
qui peuvent être très locaux, régionaux ou à l'international, que ce soit sur des thématiques comme le recyclage en particulier ou des thématiques comme les biomatériaux, où on a fortement contribué dans ce domaine-là. Et plus récemment, et j'y viendrai dans mon troisième point, dans le cas de la création avec la joint venture avec le groupe FIV sur la fabrication additive. Et la dernière ouverture à l'extérieur, c'est ce qu'on a appelé les partenariats de type business. Et ça, c'est un point important que notre CIO Jean-Dominique Sénard nous a demandé de regarder en profondeur au travers de relais de croissance, mais également relais de croissance au sens si on développe une technologie, un matériau pour nos propres besoins dans le domaine de la mobilité, si elle a un intérêt, si elle a un enjeu, si elle a de la valeur en dehors de notre corps de business pour d'autres acteurs, qu'ils soient PME ou grands groupes, pourquoi ne pas la proposer sur le marché en termes d'accessibilité à cette technologie, quel que soit le modèle d'affaires associé. Et donc là, depuis 3 ans, on a initié cette réflexion et on a aujourd'hui différents modèles de valorisation de nos technologies, de mise à disposition de ces technologies qui peuvent aller de la vente de licences à vraiment une implication forte du groupe dans les différentes composantes, que ça soit R&D, que ça soit derrière industriel ou de valorisation. Donc ça fait le lien avec justement le cas de la fabrication additive. Dans les domaines des procédés, on a bien sûr beaucoup de réflexions autour des procédés de l'usine du futur. On retrouve tout ce qu'on a cité précédemment comme la cobotique, tout ce qui est automatisme, tout ce qui est on va dire usine connectée, l'interface entre l'homme et le robot, et également une grosse activité dans le domaine de la fabrication additive, communément appelée impression 3D. Domaine qu'on a, je dirais, initié au sein du groupe il y a 10 ans, alors toujours avec cette approche un petit peu de le faire en interne au début seul, pour vraiment comprendre où est la problématique, commencer à l'explorer. Et puis, lorsque vous regardez l'évolution lors de ces 10 dernières années, on a basculé à développer une technologie qui, pour rappel, a pour objectif de développer des machines d'impression 3D métal qui sont à la fin capables de fabriquer des moules qui permettent de faire des pneumatiques ayant des performances très décalées. Et si vous regardez l'historique du projet jusqu'à aujourd'hui, on est parti il y a 10 ans seul. On a, après 3-4 ans, commencé à créer des partenariats de type R&D pour vraiment aller explorer les différents domaines très complexes qui vont de la métallurgie des poudres jusqu'à le développement de la machine, son architecture, la partie chaîne numérique, le soft et le hard, avec différents acteurs clés et experts dans ces différents domaines-là, jusqu'à l'association avec un acteur qui est le groupe FIV, pour justement aller explorer les 2 dernières composantes de l'ouverture à l'extérieur, que sont l'industrie et la notion business. En s'associant avec le groupe FIV, on a un acteur qui, avec nous, va permettre de mettre en place les unités industrielles qui fabriqueront ces fameuses machines ou ateliers de production, qui pourront être mis à disposition de Michelin au sens client, mais également d'aller explorer tous les autres domaines d'intérêt de cette technologie, quels que soient les matériaux et les domaines d'application. Donc voilà un petit peu en quelques mots sur les 10 dernières années, en ayant un exemple concret sur la fabrication additive, comment on vit une révolution culturelle, si on peut dire, au sein du groupe Michelin. Merci.